Vidéo sponsorisée par Surfshark VPN. Hong Kong, le 2 juin 2013. Un agent de cybersécurité est assis dans le restaurant animé de l'hôtel Miroir, tripotant nerveusement un Rubik's Cube. Il croise le regard de deux nouveaux venus, un journaliste expérimenté et une réalisatrice de documentaire. En reconnaissant le duo, il range le cube dans sa poche et se lève. Il traverse l'hôtel en direction des ascenseurs. Alors qu'ils entrent silencieusement dans la chambre d'hôtel de l'agent, la femme ouvre sa mallette sur le lit défait. Alors qu'elle installe sa caméra sur un trépied, l'agent prend place sur une chaise en face du journaliste. La pièce vibre sous le poids de leur conversation imminente. Le monde, sans le savoir, était au bord d'une révélation d'Edward Snowden qui allait le changer à jamais. Plus de 10 ans après les fuites de la National Security Agency par Edward Snowden, le débat sur son statut d'ami ou d'ennemi de l'Amérique persiste. Edward Joseph Snowden est né le 21 juin 1983 en Caroline du Nord. Son père, Lonnie, était officier de justice aux gardes-côtes américains et sa mère, Elizabeth, greffière à la cour de district des États-Unis du Maryland. Il avait une sœur, Jessica, qui allait devenir avocate, travaillant également pour le gouvernement fédéral américain. L'intérêt de Snowden pour la technologie et les ordinateurs s'est développé dès son plus jeune âge. Snowden, inspiré par les gadgets que son père rapportait du travail, a été particulièrement captivé par l'ordinateur Commodore 64 qu'il a un jour ramené à la maison. Snowden restait éveillé après l'heure du coucher pour regarder son père utiliser l'ordinateur et il a finalement été autorisé à jouer lui-même à des jeux dessus. Snowden s'est alors passionné pour les jeux vidéo, passant de nombreuses heures sur Super Mario Bros et Tekken. Edward, enfant d'Internet, savourait l'anonymat offert par la première décennie du web. Il fréquentait des forums et salons de discussion, créant divers personnages et dissimulant son âge. Peu avant ses 9 ans, la famille Snowden a déménagé à Fort Meade, Maryland. Edward a raconté comment il est passé d'élève populaire parmi ses camarades à être sans cesse moqué et taquiné dans sa nouvelle école du Maryland. Edward admet lui-même qu'il n'était pas un bon élève, veillant tard chaque nuit à jouer à des jeux vidéo et surfer sur Internet. Snowden passait ses journées à l'école à rêver de piratage et à dormir en cours. Il s'est passionné pour l'art et la culture japonaise, notamment l'animation. La mononucléose a provoqué une longue absence de Snowden au lycée et l'a finalement poussé à abandonner pendant sa 2e année. Plus tard, Snowden s'est inscrit dans un collège communautaire et a déclaré avoir obtenu le General Educational Development, équivalent du diplôme de fin d'études secondaires américain. Cependant, des enquêtes américaines ultérieures n'ont trouvé aucune preuve qu'il l'ait fait. Si Snowden savait une chose, c'est qu'il voulait faire carrière dans l'informatique et l'Internet. Sans vraiment de formation académique, Snowden a décidé de suivre une formation de certification Microsoft. Il a commencé à travailler comme web designer indépendant pour le propriétaire d'une petite entreprise qu'il avait rencontrée dans ses cours de japonais. Puis le 11 septembre 2000, le monde a changé à jamais. Les attentats terroristes sur le sol américain ont eu un impact profond sur Edward Snowden, alors âgé de 18 ans comme sur la plupart, sinon tous, les Américains. Les attentats ont entraîné une réponse législative sous la forme du Patriot Act américain. Cette loi controversée a élargi les pouvoirs de surveillance du gouvernement américain dans le but de déjouer de futures attaques terroristes. Les parents de Snowden ont divorcé en 2001, le poussant à vivre avec sa mère à Ellicott City, Maryland. Il passait beaucoup de temps sur les forums Ars Technica, où il utilisait le pseudo La Sédion, le seul et unique UA. Avec le temps essentiellement, les événements tragiques de ce jour de septembre ont renforcé chez Snowden son patriotisme et son envie de servir son pays dans la lutte contre le terrorisme. Il s'est donc engagé dans l'armée des États-Unis en 2003 dans le but de rejoindre les forces spéciales. Cependant, cela n'a pas eu lieu, car il a été réformé pour raisons médicales, quelques mois après avoir rejoint le programme X-18. Snowden a déclaré s'être cassé les 2 jambes lors d'un exercice, ce qui a entraîné sa réforme. Cependant, un responsable de la sécurité de la National Security Agency a déclaré plus tard que ce sont des périostites tibiales qui ont empêché Snowden de terminer sa formation de base. Avec ses ambitions militaires contrariées, Snowden devait trouver une autre voie pour servir son pays.
L'histoire d'Edward Snowden montre l'importance de protéger sa vie privée et sa sécurité en ligne, ce qui nous conduit au sponsor de cette vidéo, Surfshark VPN. Surfshark VPN chiffre vos données en ligne, vous protégeant des grandes entreprises et vous mettant à l'abri du vol d'identité en ligne ainsi que des potentielles cyberattaques. Si la promesse d'une vie numérique sécurisée ne vous convainc pas, considérez ceci. Surfshark VPN vous permet également de contourner les restrictions géographiques en modifiant votre emplacement virtuel vers l'un de ses plus de 3200 serveurs répartis dans 100 pays. Cette fonctionnalité vous donne accès à des bibliothèques de contenu et à des services de streaming du monde entier qui pourraient autrement être bloqués dans votre région. Et voici le meilleur. Surfshark VPN fonctionne sur plusieurs appareils simultanément, ce qui le différencie de la plupart des autres VPN. Surfshark offre 3 mois entièrement gratuits lorsque vous utilisez le code promo Philippe lors du paiement. Pour bénéficier de l'offre, cliquez sur le lien ci-dessous ou allez sur surfshark.fish/Philippe. En 2005, Snowden a obtenu son premier emploi à la CIA en tant qu'agent de sécurité au Centre d'études avancées sur le langage de l'Université du Maryland. Après avoir réussi un test au détecteur de mensonges et une enquête de vérification des antécédents, il a travaillé comme spécialiste de la sécurité et a obtenu une habilitation de sécurité très secrète. 4 mois plus tard, Snowden a rejoint British Aerospace Systems dans le Maryland, une société sous contrat avec la CIA, où il était ingénieur système et administrateur. 1 an plus tard, Snowden est passé du statut de contractuel à celui d'employé à part entière de la CIA, travaillant depuis le siège de l'agence à Langley, en Virginie. Au fil de sa carrière, Snowden poursuivait sa vie en ligne, se passionnant pour les groupes de activistes comme la communauté décentralisée Anonymous. Il aspirait à l'Internet de la fin des années 1990 et du début des années 2000 symbole, selon lui, de la nouvelle frontière du rêve américain. Il a toutefois noté qu'Internet, en devenant plus vaste et complexe, était monopolisé par de grandes entreprises et contrôlé par des gouvernements et agences centralisées. Au sein de la CIA, Snowden s'intégrait peu avec ses collègues. Contrairement aux affirmations de Snowden à la CIA, il occupait un poste de support informatique de niveau débutant, appelé officier des systèmes d'information et de télécommunications ou officier des systèmes d'information et de télécommunications. Ce poste exigeait une habilitation top secret et impliquait souvent d'opérer sous couverture diplomatique hors des États-Unis. Il a passé 6 mois à se former pour ce poste à l'école secrète de la CIA pour spécialistes en technologie, vivant à l'hôtel Comfort Inn avec ses camarades stagiaires. L'hôtel était quelque peu délabré et était loin d'être idéal comme résidence semi-permanente pour les étudiants. Snowden a exprimé les préoccupations des étudiants concernant leur logement. Lorsqu'il a estimé que la plainte n'était pas traitée de manière appropriée, Snowden a contourné ses supérieurs en signalant le problème à la direction supérieure. Bien que les étudiants aient finalement été relogés dans un hébergement plus adapté au Hampton Inn, Snowden a été réprimandé pour son insubordination. Cet incident a donné le ton à la carrière de Snowden au sein de la communauté du renseignement, des rapports ultérieurs suggérant que Snowden ignorait régulièrement la chaîne de commandement et désobéissait aux ordres. Pendant sa période relativement brève à travailler directement pour la CIA, Snowden a été envoyé à plusieurs séances de conseil pour traiter ses problèmes de comportement. Snowden a néanmoins terminé sa formation et a été envoyé pour sa première mission à Genève en 2007. Snowden a écrit plus tard dans ses mémoires que cela constituait sa punition créative pour l'incident à l'hôtel. Il avait indiqué sa préférence pour être envoyé en première ligne de la guerre au Moyen-Orient, mais on lui a plutôt attribué une mission confortable, aussi loin des combats que l'on pouvait l'espérer. Lors de sa mission à Genève, Snowden a évoqué un incident qui a terni sa vision de la CIA et de ses méthodes. Snowden a raconté une tentative de la CIA de recruter un banquier suisse, qui s'est terminée par le fait qu'on l'a abreuvé d'alcool et encouragé à rentrer chez lui en état d'ivresse. Lorsqu'il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, un agent de la CIA a proposé de tirer le banquier d'affaires en échange de sa collaboration comme informateur. Cela a poussé Snowden à douter des actes de son gouvernement et à penser qu'il participait à quelque chose de nuisible. Quelque peu désabusé, Snowden a quitté son emploi officiel à la CIA en 2009 après la fin de sa mission à Genève. La même année, Snowden a rencontré Lindsay Mills, blogueuse et acrobate américaine, et ils ont vite emménagé ensemble. Il a ensuite rejoint Dell,
l'une des nombreuses entreprises privées et entreprises privées travaillant pour les agences de renseignement américaines. Le rôle de Snowden l'a amené à être affecté au Centre technique du Pacifique, sur la base aérienne de Yokota, au Japon. Edward et Lindsay ont fait leurs valises pour déménager à Tokyo. Lors de son séjour au Japon, Snowden a travaillé à protéger les réseaux américains des pirates chinois. Cela l'a amené à étudier les programmes de surveillance de masse du gouvernement chinois. L'habilitation de sécurité très secrète de Snowden lui a également donné un accès libre pour jeter un œil derrière le rideau des propres systèmes d'espionnage de la National Security Agency. Ce qu'il a découvert lui a provoqué un choc. Snowden s'est retrouvé à se demander si le gouvernement pour lequel il travaillait valait mieux que les acteurs malveillants contre lesquels il défendait son pays. Deux des principaux programmes de surveillance sur lesquels Snowden a travaillé pendant qu'il était sous contrat avec la National Security Agency étaient PRISM et XKeyscore. PRISM est un programme de la National Security Agency, collectant des renseignements étrangers via les serveurs de Google, Apple, YouTube, Facebook et d'autres grandes entreprises technologiques. Il permet aux services de renseignement américains d'accéder directement aux serveurs des entreprises afin de rechercher des schémas d'activité criminelle potentiels. Le programme a une portée immense permettant un accès quasi illimité aux métadonnées sans mandat judiciaire. XKeyscore est le principal système de collecte de renseignements de la National Security Agency, utilisé pour analyser les communications Internet mondiales. Il permet aux agents de la National Security Agency d'observer les communications de n'importe qui en temps réel, partout dans le monde, en extrayant des données de serveurs gigantesques situés à l'échelle mondiale. XKeyscore repose sur la coopération de plusieurs pays occidentaux partageant leurs données. Pour certains outils peu nécessaires à la sécurité nationale, le Patriot Act et ses programmes soulèvent des inquiétudes sur des abus de pouvoir et des atteintes aux libertés civiles en raison de leur portée étendue et du manque de supervision. Au moment où Snowden a pris connaissance de ces programmes, ils étaient bien sûr hautement classifiés et inconnus du public américain. Pendant son travail au Japon, Snowden a découvert un rapport classifié sur l'augmentation de la surveillance par l'administration Bush après le 11 septembre. Le programme, connu sous le nom de Stellar Wind, permettait aux agences de renseignement américaines d'intercepter et d'exploiter toutes les métadonnées associées aux communications, par email, aux conversations téléphoniques, aux transactions financières et à l'activité Internet de ses citoyens. En 2004, Thomas Tamm a d'abord révélé le programme aux médias. Cependant, le rapport classifié que Snowden a trouvé donnait beaucoup plus de détails sur l'étendue du programme. Cependant, ce que Snowden a trouvé le plus troublant, c'est que le programme était toujours pleinement opérationnel. La désillusion de Snowden a été totale après ces découvertes. Il a sombré dans une profonde dépression, montrant même des symptômes physiques comme des crises d'épilepsie. Cette période décisive dans la vie de Snowden l'a conduit à rendre publiques les informations secrètes qu'il avait découvertes. En mars 2012, Snowden est réaffecté par Dell dans une installation de la National Security Agency à Oahu, Hawaï. Snowden a déclaré que ses médecins recommandaient son transfert sur l'île pour améliorer sa santé grâce au climat. Mais en réalité, il a demandé ce transfert afin d'avoir un accès plus large à des informations classifiées qu'il prévoyait de divulguer. Comme avant, il était administrateur système et passait de longues journées à transférer de grandes quantités de données entre les serveurs Microsoft SharePoint. Il était affecté à une installation de la National Security Agency, appelée le tunnel de Cunha, une ancienne installation souterraine à l'épreuve des bombes construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Snowden a affirmé que son point de rupture a eu lieu le 12 mars 2013 quand l'ex-directeur du renseignement national, James Clapper, a déclaré devant le Congrès que la National Security Agency n'espionnait pas les citoyens américains. Snowden, cependant, avait commencé à télécharger des fichiers depuis les serveurs de la National Security Agency 8 mois plus tôt, en avril 2012. Pour rendre sa tâche plus efficace, Snowden a créé une application de web crawler qui rassemblait des fichiers et des données provenant de tout le réseau interne de la National Security Agency. Il a légitimé son application en l'offrant à tout le personnel de la National Security Agency comme outil pour rassembler et compiler avis et documents de différents tableaux d'affichage virtuels. En enfreignant tous les protocoles de sécurité, il a convaincu jusqu'à 30 collègues de lui donner leur mot de passe pour accéder à des informations secrètes qui lui étaient autrement inaccessibles. En mars 2013, Snowden avait exploité toutes les informations à sa disposition.
Il a décidé de quitter Dell pour travailler chez un autre sous-traitant de la National Security Agency, Booz Allen Hamilton. Il a été commodément affecté à la même installation de la National Security Agency, à Hawaï, mais dans un nouveau rôle opérationnel qui lui donnait accès à une toute nouvelle réserve de rapports et d'informations top secrètes. Transféré du tunnel de Cunha au centre cryptologique de la National Security Agency sur l'île. C'est ici qu'il a volé à la National Security Agency ses informations les plus top secrètes. La sécurité au centre cryptologique était renforcée avec des ordinateurs portables sans USB ni transfert vers un stockage externe. Heureusement, Snowden avait gardé l'accès à son ancien ordinateur portable. Il pouvait donc transférer les documents classifiés au sein du réseau de la National Security Agency, puis télécharger les données sur des dispositifs de stockage externes via son ancien ordinateur portable de la National Security Agency. En 6 mois, Snowden a illégalement téléchargé des millions de fichiers des serveurs de la National Security Agency. Il a alors dû réfléchir soigneusement à la manière dont il allait révéler la vérité au monde. Il a envisagé de publier lui-même ses révélations en ligne, mais il a pensé que cela soulèverait trop de questions sur l'authenticité des documents divulgués. Envoyer les documents à Wikileaks présentait les mêmes problèmes. Edward Snowden pensait également qu'il ne pouvait pas s'adresser à ses supérieurs avec ces informations, craignant qu'elles ne voient jamais le jour et que son opportunité de révéler les agissements de la National Security Agency soit perdue à jamais. Edward Snowden savait que des lanceurs d'alerte et informateurs avant lui avaient subi des poursuites pénales. N'ayant pas confiance dans les protections législatives pour les lanceurs d'alerte, il a choisi de s'adresser aux médias traditionnels. Il a identifié Glenn Greenwald comme sa cible. Journaliste et ancien avocat constitutionnaliste vivant au Brésil, Greenwald était un critique virulent de la National Security Agency et un défenseur des libertés civiles. Il semblait être le candidat idéal pour donner du crédit aux fuites de Snowden. Le 1er décembre 2012, alors qu'il travaillait encore pour Dell, Snowden a pris une décision décisive. Il a contacté Greenwald par email sous le nom de Cincinnatus. Snowden a informé Greenwald de son travail à la National Security Agency et de sa possession d'informations confidentielles, exigeant qu'il installe un logiciel de chiffrement avant tout partage de documents. Greenwald était le réticent, pensant que Snowden n'était pas authentique ou que son histoire n'était pas digne d'intérêt, et il n'a donc jamais installé le logiciel. Devenu impatient, Snowden a aussi contacté Laura Poitras, réalisatrice ayant déjà produit des documentaires révélateurs et controversés, notamment sur la guerre en Irak et la prison militaire de Guantanamo Bay. Poitras a persuadé Greenwald d'aller à Hong Kong avec elle pour rencontrer secrètement Snowden qu'elle jugeait authentique. Les supérieurs de Greenwald au Guardian ont exigé qu'un 3e journaliste, Ewan McCaskill, rejoigne l'équipe avant leur départ de Londres pour Hong Kong. Pendant ce temps, Snowden a pris un congé de son poste à la National Security Agency, invoquant la nécessité d'un traitement pour son épilepsie. Il a laissé sa petite amie Lindsay derrière lui disant seulement qu'il serait absent pendant quelques semaines. Snowden a choisi Hong Kong comme lieu de rendez-vous, car cela le mettrait hors de portée directe des autorités américaines. Il pensait aussi avoir des chances raisonnables d'obtenir l'asile après la parution des journaux et le déclenchement du chaos. Snowden, âgé de 29 ans, est arrivé à Hong Kong le 20 mai 2013 où il s'est barricadé dans sa chambre à l'hôtel Mira pendant 10 jours. Greenwald, Poitras et McCaskill sont arrivés le 2 juin 2013. Le jour prévu pour leur rencontre, les 3 journalistes sont entrés dans le restaurant de l'hôtel et ont identifié Snowden grâce au Rubik's Cube avec lequel il jouait en attendant leur arrivée. Une fois dans sa chambre d'hôtel, Snowden a été interviewé par Greenwald et McCaskill pendant plusieurs jours, et tout cela a été filmé par Poitras. Snowden a déclaré qu'il était motivé par ce qu'il considérait comme son obligation morale envers ses compatriotes et le monde. Il pensait qu'il fallait révéler les abus de la National Security Agency et préserver un Internet libre. Il ne supportait pas que les outils destinés à protéger les Américains contre le terrorisme soient utilisés contre eux. Stupéfait par l'histoire de Snowden et par les dizaines de milliers de documents classifiés qu'il avait fournis sur une clé USB cryptée, Greenwald voulait commencer à publier des articles dès que possible. Avec l'aide de McCaskill, Greenwald a ensuite rédigé 4 articles principaux à sensation qui ont été publiés par The Guardian. Le premier article a été publié le 6 juin 2013 et la réaction du public a été immédiate.
Au cours des jours suivants, le monde a appris la collecte forcée de tous les relevés téléphoniques nationaux, la capacité de la National Security Agency à écouter chaque communication numérique sans mandat, ainsi que l'extraction et la collecte massive de métadonnées privées. Le groupe Five Eyes, accord de partage de renseignements entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a aussi été révélé. Les organisations de renseignement mondiales semblaient n'avoir aucune limite dans l'intrusion dans la vie privée des individus partout dans le monde. Le 9 juin 2013, The Guardian a révélé qu'Edward Snowden était la source des fuites de la National Security Agency. Cela a été fait avec le consentement de Snowden, car il n'avait aucune intention de cacher son identité. Peu après Snowden a été inculpé par le département de la justice américain en vertu de l'Espionnage Act pour vol et d'autres chefs d'accusation. La course a alors commencé pour que les autorités américaines rattrapent Snowden et l'extradent vers les États-Unis pour qu'il soit poursuivi. Dès que ces interviews ont été terminées, Snowden s'est caché à Hong Kong pendant plusieurs semaines. Quand il a compris qu'il n'obtiendrait pas l'asile à Hong Kong, il a dû organiser une fuite rapide. Snowden a quitté Hong Kong le 23 juin 2013 à destination de l'Équateur, le pays qui avait offert l'asile à Julian Assange. Son itinéraire comprenait une escale en Russie. Cependant, il s'est retrouvé bloqué à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou après l'annulation de son passeport par les autorités américaines durant le vol. Il a passé le mois suivant à vivre dans l'incertitude dans le centre de transit de l'aéroport, mais le 1er août 2013, il a obtenu l'asile temporaire des autorités russes. Pendant ce temps, les révélations issues des fuites de Snowden continuèrent de faire la une des journaux, les répercussions allant peut-être au-delà de ses propres attentes les plus folles. Des manifestations massives ont éclaté à travers les États-Unis, qui se sont rapidement étendues à d'autres pays occidentaux et au-delà. Le débat entre le droit à la vie privée et la nécessité de protéger la sécurité nationale faisait rage. Lindsay Mills, la petite amie d'Edward Snowden, est restée choquée et désemparée après les révélations publiques de Snowden. Elle ignorait tout des projets de son compagnon qui allaient en bouleverser leur vie à jamais. Elle a fini par accepter les actes d'Edward et a rejoint Snowden en exil à Moscou, quittant les États-Unis vers octobre 2014. Le 10 octobre 2014, Laura Poitras a publié les interviews de Snowden dans le cadre de son documentaire d'enquête, Citizen 4. Le documentaire montrait un aspect plus personnel de l'histoire, offrant au public un aperçu de l'homme qui a levé le voile sur les agences de renseignement les plus puissantes du monde. Alors qu'Edward Snowden était libre, la commission permanente du renseignement de la Chambre des représentants a mené une enquête approfondie. Après 2 ans, une version expurgée du rapport de la commission a été déclassifiée en septembre 2016. Le rapport montrait une version bien différente de celle d'Edward Snowden et ses soutiens. Edward Snowden aurait volé jusqu'à 1,5 million de documents des serveurs de la National Security Agency. On estime qu'environ 10 000 de ces documents ont été divulgués à la presse, et il n'existe aucune trace du reste. Un membre du comité du renseignement s'est exprimé sur Edward Snowden. Lui et ses défenseurs prétendent qu'il est lanceur d'alerte, mais ce n'est pas vrai. La plupart des documents qu'il a volés n'avaient rien à voir avec la vie privée des Américains, et leur divulgation a été d'une grande utilité pour les adversaires de l'Amérique et ceux qui veulent lui nuire. Les lanceurs d'alerte sont essentiels à une bonne surveillance et nous les protégerons contre les représailles. Ceux qui pratiquent la désobéissance civile acceptent de rester et d'en assumer les conséquences. Le rapport du comité restreint a également déclaré que Snowden était un exagérateur et un fabulateur en série, mentant sur divers événements de son passé et exagérant sa position et son ancienneté à la CIA. C'était un employé mécontent, selon le rapport, qui a commencé à voler la National Security Agency après une nouvelle altercation avec un supérieur. Pourtant, Snowden se considère comme un lanceur d'alerte, tout comme beaucoup d'autres. Mais le fait que Snowden n'ait pas utilisé les procédures réglementées de lanceur d'alerte qui lui étaient accessibles et qu'il ait volé des millions de documents classifiés signifie qu'il ne bénéficierait d'aucune protection juridique s'il revenait un jour aux États-Unis. Ironiquement, pour quelqu'un qui prétend défendre les droits à la vie privée des individus, les informations qu'il a volées et divulguées ont compromis les données personnelles de milliers de fonctionnaires et de sous-traitants du gouvernement. En 2016, le Parlement européen a adopté le Règlement général sur la protection des données, le Règlement général sur la protection des données, et la sensibilisation générale à la protection des données est devenue un sujet brûlant sur le plan politique.
Le monde en ligne a également vu l'adoption généralisée du protocole de chiffrement, Hypertext Transfer, protocole secure, et la montée en puissance d'outils de chiffrement, tels que les VPN. Snowden a lancé le débat sur la protection des données et la surveillance de masse, mais il reste difficile d'évaluer son impact sur l'évolution des lois et pratiques liées à ces sujets. Snowden et Mills se sont mariés en 2017 et ont eu un enfant depuis. Les mémoires de Snowden, intitulées Permanent Record, sont sorties en librairie en septembre 2019. Le livre offrait un regard approfondi sur sa vie, ses motivations et les événements qui l'ont conduit à prendre la décision de révéler le programme de surveillance de masse du gouvernement américain. Une victoire juridique importante est survenue pour le public le 2 septembre 2020 lorsqu'un tribunal fédéral américain a statué dans l'affaire États-Unis contre. Molin estime que le programme de surveillance de masse révélé par Snowden était illégal et possiblement inconstitutionnel. En octobre 2020, les liens de Snowden avec la Russie se sont renforcés lorsqu'il a obtenu la résidence permanente. En septembre 2022, Snowden a prêté allégeance à la Russie et le président Vladimir Poutine lui a accordé la citoyenneté russe. Il est difficile de nier l'ironie que Snowden ait choisi la Russie comme foyer. Il est difficile d'admettre que le défenseur de la liberté sur Internet et des données vive dans un pays opposé à ses idéaux. Aujourd'hui, Snowden vit toujours en exil en Russie et intervient fréquemment par visioconférence lors d'événements mondiaux. À l'occasion du 10e anniversaire de la révélation du scandale d'espionnage de la National Security Agency, Snowden affirme qu'il n'a aucun regret, bien qu'il craigne que la surveillance gouvernementale et d'entreprises soit aujourd'hui plus omniprésente et intrusive que jamais. Malgré de nombreux appels, aucun président américain n'a jugé bon de gracier Snowden pour ses crimes. Depuis les célèbres fuites, Edward Snowden reste une figure controversée et intrigante. Ses actions ont déclenché des débats mondiaux sur la surveillance de masse, le secret gouvernemental et le délicat équilibre entre la sécurité nationale et la vie privée des individus. Son histoire continue de se dérouler, servant de rappel puissant du pouvoir de l'information et des efforts déployés par les gouvernements pour la contrôler. Merci encore à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour bénéficier de l'offre de cette chaîne, cliquez sur le lien en description ou allez sur surfshark.deals Philippe.